Aujourd'hui, on a des partenariats qui nous permettent de déployer des centaines de milliers, voire des millions de points de vente. Quand je suis avec mon associé, que lui c'est monsieur et que moi c'est ma petite, et qu'on parle à un potentiel investisseur, ça fait bizarre. Quand on nous dit non, on veut pas d'étudiants dans notre programme, enfin vous êtes trop jeune, revenez nous voir. Enfin, en fait, plein de petites choses qui en soi sont pas gravissimes, mais quand t'as 21 ans, que t'as pas d'expérience, que ton rêve c'est de rentrer dans ce programme parce que t'as vu que telle boîte en sortait, etc. Et qu'on t'appelle ma petite ou qu'on te dit non, reviens nous voir quand t'as un master ou je sais pas quoi. C'est les montagnes russes, l'entrepreneuriat, mais je pense que c'est ça qui fait que je m'ennuie pas et donc que je continue. On parle d'envoyer des messages LinkedIn, ça paraît bête en fait, mais parfois il y en a 1 sur 50 qui va répondre, que ce soit pour une levée, pour un contrat, pour recruter, peu importe. Les messages LinkedIn, c'est vraiment pour moi en tout cas quelque chose qui a beaucoup marché. Elle a levé 1,3 million d'euros à 21 ans pour remplacer le traditionnel ticket de caisse papier par une version 100% digitale accessible. Elle a réussi à nouer des partenariats avec les éditeurs de caisse majeurs du marché et elle vient aujourd'hui expliquer sur comment t'as fait, comment elle a transformé une idée née au lycée en entreprise tech avec une ambition que beaucoup n'osent même pas imaginer. Bienvenue Léna. Merci. Alors Léna, tu as créé très tôt dans ta carrière Believe. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est et nous donner quelques chiffres ? Bien sûr, Believe, c'est une solution à l'origine de dématérialisation de tickets de caisse. Le but, c'était d'arrêter d'imprimer à chaque fois qu'on achète quelque chose. C'était aussi d'éviter de partager un email et de recevoir des PDF qui polluent les boîtes mail. Donc, c'est de proposer un parcours beaucoup plus facile pour l'utilisateur et aussi beaucoup plus optimisé en gestion de ressources sur la partie technique. Et aujourd'hui, on a fait évoluer le produit depuis le début, on en parlera. On propose toute une suite de solutions pour dématérialiser, au-delà du ticket, la relation client en boutique physique, en point de vente. Donc c'est beaucoup plus que le ticket, parce que moi, quand j'ai découvert Believe, je me dis, ça répond à un vrai pain point de l'entrepreneur qui se dit, il faut que je garde tous mes tickets, il faut que je les justifie pour la compta, c'est une vraie galère. Exactement. Donc là, on va plus loin maintenant. Exactement, on va beaucoup plus loin. Ok, alors justement, de cette idée du ticket à aujourd'hui, qu'est-ce que tu couvres ? C'est quoi le chemin complet ou l'expérience complète ? Alors, donc au tout départ, c'était très centré sur le ticket de caisse, donc vraiment pas lié au paiement en direct, c'est dans la caisse. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait accès à un point de contact avec le consommateur qui est essentiel au moment du paiement, au moment de l'encaissement, et donc on pouvait en fait enrichir ce ticket d'expérience et de fonctionnalités en plus pour lui proposer une expérience beaucoup plus agréable et beaucoup plus rapide en point de vente, et aussi pour le commerçant, notamment les petits commerçants physiques qui n'auront pas tous les outils très IT, retail tech, etc., que peuvent avoir des grandes enseignes, mais vraiment leur mettre entre les mains un outil très facile pour gérer une relation client avec leur clientèle, même si je suis boucher, je suis petit commerçant, etc. J'ai un outil facile, et cet outil, donc c'est le ticket de caisse, c'est le programme de fidélité, c'est la collecte d'avis, c'est le wallet pour faire revenir les clients, etc. Donc différentes briques pour vraiment, avant, pendant, après l'achat, engager les clients. Vous le savez, des entrepreneurs, j'en interview des centaines. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un en particulier, c'est Fabien Prêtre, cofondateur de l'imprimerie en ligne Fulfiller, basée à Orléans. Fabien est déjà monté sur scène d'un des événements Comment t'as fait pour partager ses secrets de croissance fulgurante. Et aujourd'hui, il est aussi sponsor du podcast Comment t'as fait. Normal, l'entrepreneuriat, il l'a dans la peau. Son obsession, l'ultra satisfaction client. Avec Fulfiller, vous imprimez tous vos supports de communication, petits et grands formats. Top prix, délai express, qualité garantie. Roll-up, mur d'image, carte de visite, signalétique, textile et objets publicitaires, tout est là en un clic. Et si vous avez une question, l'équipe vous répond en moins de 45 secondes avec le sourire. Alors, rendez-vous sur fulfiller.com, votre imprimerie en ligne, et boostez la communication de votre entreprise. Et donc tes clients aujourd'hui, quand tu les trouves, c'est des clients qui ont pas du tout encore d'outils de caisse, ou c'est des gens qui en ont déjà un et qui passent sur ta solution ? Comment ça se passe ? Que c'est vrai que demain je vais ouvrir un commerce. Comment je m'équipe déjà ? Alors c'est une bonne question. Nous, on vend pas du tout de logiciel de caisse, donc la grande majorité de nos clients avaient déjà une caisse avant qu'on les installe. Certains n'en avaient pas. Maintenant, avec la loi, c'est quand même plus compliqué. Il est recommandé d'en avoir une. C'est quand même mieux, c'est mieux. Donc nous, on va s'intégrer au logiciel de caisse, s'intégrer aussi maintenant au système de paiement, au CRM, enfin tous les outils que le commerçant va pouvoir utiliser pour proposer une solution super facile pour pas changer les process en magasin. Et donc à partir de là, on va vendre en direct, et ça peut être un tout petit commerçant, comme je disais, un boucher, comme une chaîne de retail tiers 2, sans aller jusqu'à la grande distribution, jusqu'à des marques de luxe qui peuvent être aussi clientes de la solution. D'accord. Et la solution, comment ça se matérialise aujourd'hui en termes de... C'est quoi, c'est un abonnement ? Tu la payes et après tu as accès ? Enfin, comment ça se passe ? Et vous, quel est le modèle derrière ? Comment vous gagnez de l'argent ? C'est un modèle SaaS très facile. Donc c'est un abonnement, un prix fixe par mois, par point de vente, qui est déployé, et ça ne dépend pas du nombre de transactions ou du nombre d'inscriptions sur la plateforme.
OK. Donc toi, l'enjeu, si on prend ton modèle, c'est comment tu arrives à t'intégrer sur des solutions existantes? Parce que finalement, faut que tu puisses, t'intégrer pour pouvoir, toi, proposer ta solution. Donc j'imagine que vous avez une grosse partie de l'équipe qui est, plutôt high-tech? Exactement. Le nerf de la guerre pour nous, c'est compatibilité avec le terrain et ça, c'est intégration logiciel de caisse et intégration terminaux de paiement, qui sont les 2 outils qu'on peut intégrer pour, déployer la solution. Pour pas rajouter un device ou rajouter Oui. un process, il faut vraiment qu'on puisse s'intégrer, de manière fluide dans ce qui existe déjà, dans les points de vente. Alors comment ça se passe ça justement? Quand tu veux développer une plateforme, qui va se plugger ou s'intégrer avec quelque chose d'existant, est-ce que d'abord tu négocies un partenariat avec eux et tu développes l'intégration? Est-ce que tu te dis: «Bah non, en fait, il faut que j'arrive à montrer», donc tu commences à développer l'intégration? Alors, tu as plus ou moins d'ailleurs accès à l'API, à voir si c'est public ou pas, mais voilà, comment toi tu as fait, toi et tes associés, parce que tu nous en parleras aussi, tu as des associés, pour justement aller développer peut-être ce réseau de partenaires ou d'intégration? Il y a pas de réponse unique, ça va vraiment Ouais, dépendre des types de logiciels. Nous, en l'occurrence, c'est les caisses et c'est le paiement. Il y ouais. a des tout petits logiciels qui vont être très faciles d'accès humainement, contacter le fondateur sur Mmh, LinkedIn, trouver mmh. un email, demander une mise en relation d'un autre SaaS dans le retail qui a déjà l'intégration. D'autres logiciels qui vont être beaucoup plus gros, vont nécessiter, des mois, voire des années de discussion. On a eu la chance d'être incubé par Cegid, qui est un des énormes D'accord, oui. logiciels de caisse sur Mmh. le marché. Il se trouve qu'on avait, on venait de commencer à rentrer en contact avec eux, mais le fait d'avoir été incubé par leurs équipes a évidemment largement Mmh. facilité les choses. Parfois, faut passer par la fenêtre, ça dépend des logiciels. Et puis après techniquement aussi, c'est beaucoup, beaucoup de travail parce qu'on a la chance d'avoir, un excellent CTO, qui est mon associé, qui a su en fait développer 5, 6, 7 façons différentes d'intégrer Mmh. un logiciel pour s'adapter le plus possible à ce qui existe chez eux, pour pas leur demander trop de travail et donc pour être compatible, plus facilement. D'accord, donc là, dans le modèle aujourd'hui, pour vous, c'est plus simple de faire une nouvelle intégration sur un nouvel outil que ça l'a été dans le passé? Bien sûr. Aujourd'hui, en une semaine, ça Mmh. peut être réglé, alors qu'avant c'était fallait investiguer. Enfin, techniquement, Ouais. ça pouvait être, assez compliqué, surtout si on parle de logiciels, qui ont été créés avant internet. On est tombé sur des vraiment des Ah oui, tu dois avoir calculatrices. encore des vestiges d'il y a longtemps? Ouais, il y en a beaucoup. De moins en moins, parce que là, en 5 ans, on a quand même beaucoup de logiciels qui ont évolué, mais c'est vrai que parfois on tombe sur des trucs, Ouais, ils ont renouvelé intéressants. le parc peut-être aussi, plutôt hardware, donc les devices, enfin les Ouais, il y a terminaux? beaucoup d'iPads maintenant, qui sont en caisse, qu'on voit même dans les grandes brasseries. OK. Certains commencent à utiliser Et des ça, pour iPads. vous, c'est facilitant, si on regarde, d'un point de vue un peu, plutôt opportunité de marché, c'est facilitant qu'il y ait un renouvellement comme ça? Oui, bien sûr, parce que généralement, les nouvelles caisses ont les technologies, sont plutôt ouvertes. C'est aussi des besoins du marché, hein. Au-delà de Believe, il y a plein de solutions, gestion de stock, Mmh. de fidélité, de tickets de caisse comme nous, mais voilà, il y a plein de choses qui nécessitent des API et donc pour ça, on en profite aussi. Alors tu t'es attaqué à quelque chose de pas simple, hein, parce que ça va toucher à la compta, il y a du légal aussi derrière, il y a Mmh. des lois et des réglementations à respecter. Comment tu fais à ce moment-là, toi, pour être, compliant, en tout cas pour te dire: «Tiens, bah, OK, on va se lancer là-dessus, mais il faut d'abord que, peut-être tu montres patte blanche, que tu coches quelques cases». Tu avais récupéré des cahiers des charges, enfin voilà, comment ça se passe concrètement quand on a cette idée-là et qu'on se dit: «OK, bah, je veux lancer un logiciel». Il suffit pas juste de le développer, il faut aussi avoir les agréments, j'imagine? Bien sûr, en fait, alors nous, on n'a pas d'agrément nous-mêmes, c'est-à-dire D'accord, qu'on va s'assurer qu'on ne change pas ce que la caisse ou ce que le terminal de paiement va nous envoyer, parce que OK, c'est eux qui sont agréés, c'est eux qui sont certifiés. d'accord. Donc à partir de là, on va utiliser la donnée brute qu'ils nous envoient et Mmh. ne surtout pas changer. Je vous donne un exemple, le ticket de CB, donc de carte bancaire qu'on peut donner à un client. Au-delà du contenu, le formatting est aussi réglementaire. Donc D'accord. on peut même pas changer un espace, et cetera. Donc parfois, c'est vraiment comme une image qu'on peut pas bouger, qu'on va afficher. Ça dépend après des différents systèmes, mais on essaye le plus possible de pas toucher ce qui Mmh. est réglementé et certifié. Donc toi, ça veut dire que tu as, un de tes enjeux, c'est la partie maintenance, plutôt? Parce qu'il faut que tu assures que, l'outil soit maintenu dans le temps, que ça fonctionne. Parce que s'il y a une erreur, là, pour le coup, ça a des impacts énormes. Bien sûr. Alors on Ouais, va pas bloquer le paiement ou bloquer ouais, l'encaissement, ça c'est le plus critique. Nous, on va oui. pas avoir cet impact-là. En revanche, il faut que le client puisse avoir son ticket, il faut que le client puisse avoir Mmh. sa preuve d'achat. On parle d'un petit commerçant, mais on peut aussi parler d'une marque de luxe, on va acheter, un porte-monnaie à 1 000 €. C'est Mmh. très important de sortir du magasin avec sa preuve d'achat. Et donc là, effectivement, on a des taux, ce qu'on appelle dans le jargon des SLA, donc des taux de disponibilité Mmh. technique qui sont très élevés, avec beaucoup de systèmes d'alerting technique et cetera. Là encore, on a eu la chance d'avoir un super CTO pour être sûr que la solution, soit la plus fiable possible. OK. Aujourd'hui, Believe, ça représente, combien de clients ou de points de vente qui utilisent et une équipe de combien de personnes? On a plus de 500 clients, donc quand je dis clients, c'est comme je disais, ça peut être un petit commerçant, Ouais, indépendant comme, une chaîne de retail, comme une marque de luxe. d'accord. Il y a vraiment de tout. À partir du moment où on a une caisse et ou un terminal de paiement, Believe peut avoir,
une pertinence dans le point de vente. Donc c'est très divers, on n'est pas limité à une seule industrie. Et on est une dizaine de personnes dans l'équipe. D'accord. Si tu avais à résumer en une phrase, c'est vraiment une question pour les entrepreneurs, la valeur ajoutée de Believe, tu le dirais comment? C'est une bonne question. Je pense que la réponse dépend aussi de la cible. Ouais. Forcément, comme je disais, on a beaucoup de types de commerces différents et donc qui ont des enjeux différents. Je dirais que c'est d'engager le client, comme je disais, avant, pendant, après l'achat et d'avoir Mmh. une meilleure relation en point de vente physique, ce qui est très compliqué aujourd'hui. Là où dans le e-commerce, par exemple, c'est beaucoup plus simple de traquer les clients, Ouais. d'envoyer des mails de relance, on a les comptes, on a les infos. Nous, le but, c'est de proposer une expérience qui soit respectueuse du consommateur et qui respecte aussi sa donnée personnelle, mais qui lui permette de créer une relation avec le point de vente, quel que soit le point de vente. Quand tu dis données personnelles, c'est quoi l'enjeu autour de ça? Alors sur les tickets de caisse, par exemple, une façon facile de remplacer le Ouais, papier, c'est de demander l'email à chaque fois. ouais. On a Oui, des c'est vrai qu'on voit ça clients, beaucoup dans les magasins, ouais. ouais, et il y en a beaucoup qui vont par défaut cocher la case du consentement RGPD qui dit Ouais, j'accepte de recevoir des emails publicitaires de la marque. Or, non, c'est deux choses différentes de dire bah, oui, oui, oui. j'accepte le ticket et oui, j'accepte les pubs par la suite. Donc nous, comme on est la plateforme sur laquelle le client va donner son consentement, on est sûr que la donnée qu'on va ensuite transmettre aux commerçants est vraiment formatée. Il ne peut pas changer les opt-in d'une donnée qui a été créée D'accord. par nous. Donc il y a vraiment Oui, un sujet de tu veux dire que protection par là, il y a aussi. une sorte d'abus dans le sens où à partir du moment où tu laisses l'email et que la personne, Ah oui. dit, «OK, je veux bien que mon ticket soit, dématérialisé ou autre», il a pas à être inscrit directement dans une liste marketing, quoi. Non, et d'ailleurs, on a des clients, enfin des prospects qui ne sont pas devenus clients, qui nous ont dit: «Nous, on force à chaque fois, sans le D'accord. consentement. On veut que vous le fassiez aussi». On a refusé Parce que et c'est pas on a légal. non, c'est pas légal Ouais, et ouais. donc on n'a pas pris le contrat parce que c'est pas Mmh. comme ça qu'on travaille. D'accord. OK. Ouais, bah, intéressant de voir ça parce qu'effectivement, tu as la réalité du terrain et puis après, bah, le cadre légal qui est à respecter. Partir de alors, tu as eu l'idée, on va revenir après sur la genèse. Là, aujourd'hui, tu disais, ça représente une équipe de 10 personnes, 500 clients. Ça fait combien déjà ça fait quoi en volume de tickets de caisse déjà, j'imagine? Enfin, ou de transactions? C'est Ah, un c'est des million. millions. Ah Ouais, oui, oui, c'est c'est des millions, j'aurais même pas les chiffres parce que ça évolue, tous les jours et ça dépend aussi beaucoup des points de vente. Parce qu'on a par exemple, dans le luxe, il y a pas beaucoup de transactions, mais les montants sont énormes. oui, oui. Là où, dans la restauration, on va avoir beaucoup plus de tickets, mais avec des montants, des paniers moyens plus bas, donc ça va dépendre. Et puis on a les tickets de caisse, on a les tickets de carte aussi qui représentent des D'accord. flux, très importants, donc c'est des en base de données, on a des millions et des millions de tickets, je saurais même pas combien. À partir de quand, tu t'es dit: «OK, là, on a validé qu'il y avait un marché»? Parce que tu as mis sur le marché la plateforme. Voilà, à partir de quand tu t'es dit: «Là, c'est bon, on a une validation»? Je pense que la première validation pré-produit, pré-tout, c'était la loi. Ouais. En fait, il y a en 2020, en janvier 2020, la loi AGEC a été votée et la Mmh. loi donc anti-gaspillage qui concerne plein de choses et notamment les tickets, Mmh. qui a été appliquée à partir de janvier 2023, qui stipule que l'impression systématique des tickets en papier est interdite. D'accord. Nous, on a commencé à travailler sur le projet quelques mois avant. Donc, quand cette nouvelle est tombée, on s'est dit, bon, c'est un signe, une opportunité, ça va bouger en France sur ce sujet. Donc, c'est Mmh. comme ça qu'on a eu cette prévalidation. Et ensuite, les premiers signes très positifs, c'est quand on a vu la solution entre les mains des consommateurs. Parce qu'en fait, on était incubé à Station F et on a mis la solution. La première boutique qu'on a déployée, c'était l'anti-café de Station F. Ouais, c'était sur F, hein? Et donc, on passait notre journée À assis dans le checker. café à espionner les clients en train d'utiliser la solution. Et c'est là qu'on s'est dit, c'est génial. Et c'est là aussi là qu'on s'est dit, le ticket, c'est bien, mais en fait, on peut Mmh. aller de plus en plus loin. Les clients nous disaient, ah, mais ce serait bien à chaque fois, si je récupère mon ticket, d'avoir des points de fidélité, de revenir dans le commerce, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai enjeu de fidéliser les clients dans les Mmh. petits commerces physiques, plutôt que OK. dans la grande distribution, ce qui est beaucoup plus le cas avec des applis, etc. Ce que tu pourrais te dire justement, si on regarde le marché, là du coup tu choisis les commerçants, donc c'est peut-être, surtout indépendant, c'est peut-être, des plus petits montants, tu vois? Plus de volume, c'est peut-être plus compliqué à aller chercher. Comment vous avez réfléchi, tu vois, avec tes associés pour dire: «OK, on attaque le marché, voilà ce qu'il y a la loi qui passe, donc c'est une opportunité de marché si on fait un SWOT, et cetera. OK, mais nous comment on se positionne et qui on va chercher comme cible?» Ça a été quoi votre réflexion? Alors, elle a beaucoup évolué, donc c'est une très bonne question. Au tout début, on s'est dit, le plus simple, c'est d'aller voir les petits commerçants. Ils Ouais, sont faciles, on toque à la porte, on rentre dans oui. la boutique. On a fait beaucoup de Les sorties cycles de comme vente sont ça. peut-être plus courts, au début. Ça peut être du one shot, Mmh. voilà, ça peut être très facile. Le problème, c'est que, comme tu l'as dit, ça peut être très long, parce qu'il y a beaucoup, Ouais. beaucoup de petits commerces, mais il faut faire du porte-à-porte et c'est pas du tout un modèle qu'on va pouvoir scaler Oui, dans le temps, ouais. excuse-moi mon anglais, pour aller vite. C'est très décentralisé, très fragmenté.
Et donc on a commencé comme ça et on s'est aussi, heurté au nombre de logiciels de caisse, qui est différent à chaque fois que tu rentres dans une nouvelle boutique, donc une nouvelle intégration, du travail et OK. cetera. Donc ça, c'était un peu la problématique au départ et en fait, on s'est tourné il y a 2 ans vers les terminaux de paiement. Pourquoi? Parce que les terminaux de paiement avec 3-4 acteurs, tu peux faire 95 du marché, donc c'est OK. beaucoup plus centralisé en termes d'intégration vis-à-vis des logiciels de caisse et en plus de ça, c'est des cycles de vente qui vont partir d'un acteur comme Ingenico, Verifone, Mmh. Neptune et cetera et qui vont être revendus aux banques et elles-mêmes qui vont revendre à leurs clients, historiques, qu'elles peuvent avoir depuis des années, Mmh. donc un réseau très, très dense sur ces petits commerçants. Donc on s'est dit: «En fait, on peut changer d'un modèle en direct où on va faire du porte-à-porte Mmh. chez des centaines de milliers de commerçants, à un modèle complètement centralisé si on arrive à s'intégrer dans ce flux technique et commercial des terminaux de paiement». Mmh. Donc c'était un peu la réflexion, beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est comme ça qu'on a commencé à Oui, parce qu'il s'intéresser faut au paiement. arriver, un, à les convaincre, et puis 2, après, est-ce qu'il y a pas une certaine forme de dépendance, tu vois, à laquelle tu dois faire attention? Bien sûr, déjà les convaincre, c'est pas facile. Ouais. Comme ça couvre beaucoup de marchés, c'est des boîtes qui sont énormes, donc rentrer en contact avec ces entreprises, c'est Mmh. pas facile. Le paiement, c'est beaucoup plus réglementé que la caisse, Mmh. donc c'est très compliqué, tout est Oui. certifié, techniquement, ça prend beaucoup de temps et puis ensuite, effectivement, commercialement, il faut pouvoir avoir toujours la main sur le modèle. Enfin, c'était pas forcément évident. Là, on a trouvé un équilibre qui est plutôt bien, où on a des partenariats avec ces acteurs, mais on reste en contact avec les clients et puis c'est pas 100 du business non plus. On a toujours Mmh. nos clients en direct OK. et via des partenariats en direct. Quand tu dis partenariat, c'est des partenariats commerciaux ou ils peuvent aussi parfois avoir pris des parts ou autres, tu vois, pour essayer de t'assurer qu'ils ont intérêt à continuer? Bien sûr, non, c'est des partenariats commerciaux, Ouais, techniques et commerciaux, OK. sachant qu'on travaille avec quasiment tout le marché du paiement, donc forcément si un était au capital, ça poserait Ouais, problème pour ouais, les ouais. autres. Donc, en l'occurrence, c'est des partenariats commerciaux de distribution. D'accord, OK. Vous avez, des concurrents ou vous êtes les seuls sur le marché à proposer ce type de solution? On a des concurrents, alors comme on s'attaque à différentes briques, Mmh. forcément il y a des solutions qui vont être, spécialisées Concurrence sur feed, une, le mmh, ticket et mmh, cetera. En revanche, on est vraiment la seule solution à avoir cet angle ouais, d'attaque, à savoir en indirect via les terminaux de paiement, intégré au paiement nativement dans mmh, l'application. Ça, on est les seuls à avoir ces d'accord. intégrations sur le marché. Donc avec des acteurs comme Ingenico, par exemple, on est les seuls, ce qui nous permet d'avoir une place assez importante, auprès des revendeurs de monétique. Donc on a des concurrents, Mmh, c'est sûr, mmh. ils font très bien leur job, mais avec cet angle-là, on est les seuls. Ouais, c'est intéressant que enfin, un de vos avantages concurrentiels et ce qui est peut-être aussi une barrière d'entrée pour les autres, c'est justement le fait de traiter de bout en bout finalement cette relation. Ouais. Et ça vous protège, vous, sur le marché. Alors, je pose ces questions-là, c'est parce que ce qui m'intéresse, tu vois, justement, pour celles et ceux qui écoutent et qui sont entrepreneurs, c'est de se dire, bah, comment je prends du recul sur mon modèle, mon entreprise, et puis bah, sur les opportunités, les menaces, et puis comment je réfléchis au quotidien, parce que souvent, on est noyé dans l'opérationnel. On voit les mails qui s'amassent, on voit tous ces contenus-là, puis finalement, on se dit, on passe à côté des décisions importantes. Mmh. Et là, je pense que voilà, comprendre votre réflexion sur comment vous avez créé le modèle, ça apporte énormément de valeur. OK. Là, ça fait combien de temps que Believe, existe? En tout cas, que vous proposez la solution? On a créé l'entreprise il y a 5 ans et 1 an plus ça fait 4 ans qu'on est vraiment, on était encore étudiants quand on a créé l'entreprise, donc on n'était pas à 100 dessus et une fois qu'on a eu notre diplôme, donc ça fait à peu près 4 ans. OK, bon, donc 4 ans de recul. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on évoque peut-être maintenant les débuts, justement. Alors, je l'ai dit en introduction, une idée, née au lycée. Voilà, comment c'est venu, cette idée-là? C'est quoi le pain point initial? Et puis, bah, de là, après, aller en créer une boîte, il y a un pas, tout le monde ne le fait pas. Voilà, comment c'est venu ce cheminement? L'idée de départ, c'est presque du bon sens, c'est-à-dire que, j'étais dans un grand magasin à Paris, à côté des caisses et je vois une dame acheter un objet, c'était un porte-clés, qui faisait vraiment cette taille-là et elle reçoit un ticket caisse de 50 centimètres. Ouais. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire, mais en fait, je me suis dit, c'est il y a quelque chose qui va pas. Il y a un truc à faire, j'avais pas forcément la Mmh. solution tout de suite, le produit en tête, mais je me suis dit: «C'est en tout cas quelque chose qui est pas logique, en termes de bon sens» et j'avais 16 ans, donc c'était vraiment une réflexion assez naïve, mais ça m'est resté en tête et en fait, je suis partie faire mes études aux États-Unis après le bac, Mmh. d'abord à Austin, Texas et ensuite à New York et en fait, là-bas, c'est vrai qu'ils ont l'avantage d'avoir beaucoup de ressources, dans les universités par rapport à l'entrepreneuriat étudiant. Mmh. Donc j'ai rejoint des clubs, des associations, des choses comme ça, avec cette idée en tête. Et en fait, à New York, j'ai rencontré un de mes associés aujourd'hui. Donc on a D'accord. commencé à travailler sur le projet là-bas et c'est là qu'on a vu que, 2 mois plus tard, la loi AGEC avait été votée en France, Mmh. donc c'est vraiment parti d'un C'est side un Français? project.
C'est un Français, Ouais, ok. ouais, qui a grandi au Maroc et qui est Et parti vous êtes rencontrés à New York. à New York, ouais, exactement. Ok. Et alors tu dis, alors à 16 ans, je fais ce constat-là. Enfin, tout le monde fait pas un constat, tu vois, à 16 ans, avec une idée entrepreneuriale ou autre. D'où ça devient cette fibre entrepreneuriale ou voilà, cette envie de créer une boîte? C'est assez naturel, j'aime bien alors dans ma famille, j'ai certains exemples, qui ont pu inconsciemment ou consciemment m'influencer positivement dans ce sens-là. Après j'ai toujours aimé le côté résolution de problèmes, Hmm, et le côté impact positif aussi. d'accord. Je pense que j'aurais jamais pu me dire, «Je vais créer un service de livraison, type Hmm, Uber Eats», parce que je vois pas forcément l'impact positif. ouais. J'ai toujours voulu, voilà, avoir cette notion, simplifier, améliorer, avoir un impact positif et ça je pourrais pas expliquer pourquoi ça m'est venu comme ça, mais voilà, Hmm, je me suis dit: «C'est il y a quelque chose à faire» et ça a été assez naturel ensuite de travailler sur le projet et je me suis pas posé la question un jour: «Est-ce que tu veux lancer ton entreprise?» En fait, ça s'est fait, hmm. de fil en aiguille et voilà. Donc tu veux dire que tu avais, enfin, tes parents sont entrepreneurs ou dans la famille ou c'est Ma tu mère est des exemples, ouais? entrepreneur et j'ai Ouais? un de mes oncles qui a monté une start-up dans la Silicon Valley, D'accord. dans la tech, donc Oui, c'est donc dans voilà. dans la famille, tu parles un peu entrepreneuriat, quoi. Ouais. Ouais, non, mais ça aide, tu vois, à ouvrir l'esprit, puis aussi à se dire, comment je peux voir des opportunités et je trouve ça intéressant, Mmh. de voir, que tu les saisis ou pas et toi, ça a été ton choix de les saisir et du coup, quand tu vas à New York, enfin, quand tu vas aux États-Unis, est-ce que justement tu choisis aussi tes études en fonction de ça, en disant: «Un jour, j'aurai envie d'entreprendre» ou pas du tout, c'est ça a rien à voir, pardon? Alors, je choisis pas pour l'entrepreneuriat, mais je Ouais, choisis pour le côté résolution de problèmes. ouais. C'est-à-dire que en France, j'ai fait un lycée donc à Paris, l'option c'était prépa commerce ou prépa ingénieur. Mmh. Et en fait, j'avais un peu envie de faire les 2. J'avais pas envie de D'accord. choisir, Du mal à choisir. voilà, donc entre ces 2 côtés et je trouvais qu'en France, en tout cas à l'époque, aujourd'hui ça a pas mal changé, j'avais pas vraiment d'options qui me permettaient de faire ces 2 domaines, côté business et côté tech, Mmh. que j'avais vraiment envie de creuser pourquoi? Parce que j'avais envie de comprendre les enjeux économiques, business, de la société Mmh. et avoir les outils pour les résoudre, les outils techniques. Parce que ce Mmh. qui m'intéressait, c'était le résoudre avec la technologie et donc aux États-Unis, c'est vrai qu'un des avantages, c'est qu'on peut choisir ses matières et donc j'avais un diplôme, économie, computer science, donc informatique et D'accord. maths. Voilà et en France, c'était à l'époque assez compliqué d'avoir cet équivalent, donc c'est pour ça que j'ai voulu aller, dans ces facs. Et alors pourquoi avoir créé en France et pas aux États-Unis? On me pose souvent la question, parce que j'ai jamais voulu vivre aux États-Unis. C'était Ouais, vraiment pour mes études. Je pensais aussi faire un master en plus en France en rentrant. Bon, il se trouve que on a le master a été bid mais donc je me suis pas posé la question. C'était tout à fait logique pour moi de rentrer d'accord. en France et de le faire en France. Ouais, OK. Non, mais parce que justement, tu aurais pu prendre goût, parce qu'on Ouais. sait que là-bas, ils sont aussi un peu plus ouverts sur le business que parfois en France. En tout cas, la culture a été plus développée, même si ça tend à évoluer et que, bah, ce podcast contribue aussi à démocratiser et généraliser l'entrepreneuriat. Hem, OK. Tu as décidé d'entreprendre, donc tu as rencontré un premier associé, il me semble que tu en as un deuxième. Mmh. Comment ça s'est fait et comment tu choisis un associé? Comment tu as fait toi? C'est très compliqué de choisir un associé. Donc le premier effectivement, c'était un de mes amis de fac. En fait, Mmh. lui, il avait une partie aussi en économie, donc on avait des cours ensemble. D'accord. Donc à la base, on est devenus amis pour, les cours d'éco. Ouais. Et puis un jour, je lui ai parlé de cette idée. Je lui ai dit: «Ah, tu vois, je suis dans cet asso d'entrepreneuriat, je travaille sur ce projet, qu'est-ce que Ouais. tu en penses?» et cetera. Et donc on a commencé à travailler sur le sujet. Il a rejoint l'asso d'entrepreneuriat avec moi et en fait, il m'a dit, «C'est marrant, j'ai toujours plein d'idées de start-up et dès que j'ai une idée de start-up, j'appelle un de mes copains, mes amis d'enfance qui est, le dev par excellence, le CTO et Ouais. cetera. Donc là, ben, il a toujours recalé mes projets, mais celui-là, il est bien, je vais l'appeler pour lui en parler» et donc on a fait une visio à l'époque avec donc David, qui était un ami d'enfance, de Ruben. Ils ont grandi ensemble au Maroc. Ruben est OK. parti à New York et David est allé faire une école d'ingé en France. Et donc c'est comme ça qu'on l'a rencontré et après il y a eu, quelques subtilités pour qu'il puisse rejoindre, plus tard full-time, l'aventure parce Mmh. qu'il était en CDI et cetera, mais OK. c'est comme ça que ça a commencé. Et alors comment ça se passe? On dit souvent qu'avoir des associés, bah, ça aide et ça aide déjà à s'entraider quand il y en a un qui va moins bien et cetera. Parfois, c'est des profils qui sont différents. Là, quand vous êtes 3, souvent on dit qu'il faut être plutôt un nombre pair. Comment vous gérez ça, cette relation d'associés? Je trouve que c'est bien d'être impair, Ouais, personnellement, parce que ça permet quand il y a un désaccord d'aller très qu'il y ait vite quelqu'un qui tranche, et voilà, il y a OK. toujours quelqu'un qui est là pour trancher, si on respecte, cette règle de démocratie en tout cas. Donc chez nous, ça marche plutôt bien. Après, l'avantage aussi, c'est qu'on a des profils très différents, donc on OK. va vraiment se compléter, personne ne marche sur le terrain de l'autre. Mmh. Donc David est vraiment sur la partie technique, moi je suis toute la partie
produit et strat, et D'accord. Ruben sur la partie plutôt opération et quotidien, client, Mmh. etc. Donc, on se complète très bien sur ces points-là. Et après, je pense que c'est très important de communiquer. On a mis en place des routines aussi, des points hebdomadaires pour savoir comment ça va. Typiquement, la Mmh. météo de chacun, c'est tout bête, mais Ouais. en tant que founder, si on a passé le week-end à faire un déménagement, si l'enfant est malade, si quoi que ce soit, Mmh. ça peut avoir un impact très Mmh. important sur le quotidien. Donc, hyper important de communiquer, je pense. Alors surtout que tu me disais avant l'épisode que vous êtes pas forcément tous au même endroit. Non. Ouais, donc ça, comment vous arrivez à gérer ça aussi? Parce que c'est un vrai sujet. Surtout qu'au début, on l'était, donc ça on a eu Ouais. les 2 côtés. Effectivement, David a déménagé à Strasbourg, ça se passe très bien, Mmh. honnêtement, au début, ça me faisait un peu peur pour être honnête et ça se passe très bien, il le gère très bien et comme c'est le dev, c'est Mmh. lui, il est très content d'être, en télétravail et il est très efficace comme ça, donc c'est pas du tout un problème. Ouais, c'est pas simple. Moi, je l'ai vécu parce que ma première boîte, on l'a créée à Orléans, puis après j'ai déménagé à Paris, puis après à Londres. Donc voilà, tu tu te dis, il peut y avoir une certaine distance et en fait, non, ça a forcé quelque part à structurer, déléguer Mmh. et aujourd'hui, effectivement, beaucoup de choses se font en visio et puis, bah, quand il faut effectivement se voir, il y a des temps qui sont aménagés pour pouvoir le faire et donc arriver à trouver son équilibre, ça, c'est chaque, couple ou trio d'associés finalement qui doit arriver à trouver donc je trouve ça intéressant de voir comment vous l'avez, fait. Puis cette question de la météo, tu vois? Parce que voilà, souvent, je peux recevoir des entrepreneurs et donc si tu focuses que sur le business et que voilà, tu te poses pas la question: «Mais toi, comment ça va aussi dans ta vie en ce moment?» Mmh. Bah, ça sert aussi à ça, un associé. Voilà donc Mmh. OK. Donc un trio, d'associés et chacun son rôle bien défini. Vous avez chacun aussi des équipes à gérer? Mmh. C'est ça? Ouais, alors moi je suis plus transverse, Ouais, dans le sens où, très liée à mes études, je suis un peu le pont entre le ouais. business et la tech. Mmh. Donc bon, j'ai personne en produit, c'est moi qui fais tout pour l'instant. D'accord. Mais effectivement le gros des équipes, c'est technique, Mmh. parce qu'on a toute une gestion du produit, mais aussi toutes les intégrations existantes et Ah nouvelles oui. dont je parlais. Donc c'est principalement ça et après une partie support, aussi qui est en interne, puisque le but c'est d'avoir une relation client quand même très proche. Mmh. Donc on n'a rien, externalisé, que ce soit technique ou enfin les équipes techniques ou les équipes support. D'accord, donc tout est fait à chaque fois par vos équipes? Ouais, Vous avez zéro non, prestat externe ou autre? non. D'accord, OK. Hem En tout cas sur les sujets, Oui, oui, voilà, à on part a pris une agence l'hébergement, oui voilà, ce genre de choses. d'ailleurs hébergement, vous faites, souverain ou pas souverain? Comment vous Alors gérez? c'est alors de toute façon, au-delà de notre choix, je pense qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de pas prendre en compte, Mmh. ces sujets dans le business. Mais il se trouve que quand on a commencé la boîte, on a eu le premier financement qu'on a eu, c'est la bourse French Tech de la BPI, D'accord. donc les 30 000 €. Et ce qu'on a fait, on a dépensé ça en 2, enfin sur 2 projets. Le premier, c'était un cabinet RSE qui nous a aidés à analyser tous les points Mmh. forts et faibles du projet. D'accord. C'est surtout sur les points faibles qu'il faut se concentrer pour Mmh. savoir quels sont les points d'attention. Et en fonction de ça, on a mis dans la même pièce un cabinet de conseil, d'architecture technique, D'accord. en leur disant: «Voilà nos contraintes et voilà ce qu'on veut faire, sur la partie RSE et optimisation des ressources. Trouvez-nous le meilleur data center possible». Mmh. Et donc, on a pris en compte pas mal de variables, notamment où sont Les données? localisées les Mmh. données, qui y a accès, et cetera, les mesures de sécurité, mais aussi, la partie vraiment économie d'énergie, utiliser l'eau du village d'à côté pour refroidir et Mmh. pas, des réfrigérateurs. Enfin, il y a plein de choses qui sont chiffrées par des données, qui permettent de comparer les différents data centers et il se trouve que celui qui est ressorti à l'époque, comme étant la meilleure option est celui de Saint-Ghislain en Belgique, donc qui est D'accord. juste, de l'autre côté de la frontière et qui utilise en fait, une certaine quantité d'énergie renouvelable, je pense qu'à 80 qui est 30 plus efficace que d'autres, serveurs, Mmh. vis-à-vis de l'économie d'énergie. Enfin, il y a plein de choses, et d'ailleurs on s'était dit qu'on referait cette analyse, régulièrement, enfin Oui. tous les 5-6 ans pour, voir si ça vaut le coup de changer, mais pour l'instant on est là. Bah, là, ce qu'il y a et toi, moi, ce que je retiens dans ton discours, c'est que déjà, il y a une congruence et une cohérence entre, OK, on a un enjeu éco-responsable et donc on a fait travailler un cabinet RSE et puis il y a aussi, tu as dit, on a posé nos besoins en architecture. Tu vois, souvent où, quand on voit les startups, au début, ils ont la dette technique de dire: «Bon, on y va, on fait vite» et puis on ajoute des pansements, des patchs sur, voilà et où, à un moment donné, se poser aussi sur: «C'est quoi l'architecture? Qu'est-ce que je veux faire?» bah, fait aussi qu'on a quelque chose qui est peut-être plus durable dans le temps et moins consommateur d'énergie. Donc voilà, je Ouais. trouve qu'en tout cas, dans ce que tu dis, moi, je vois cette réflexion, en tout cas entrepreneuriale, dans l'approche. Peut-être que je Ouais. me trompe, mais Non, c'est ça et peut-être que moi j'aurais pas eu cette réflexion, ouais. toute seule, Mmh. mais c'est vrai qu'encore une fois, David, notre CTO, Ouais. a eu les très bons réflexes et il a tout de suite dit: «Il faut qu'on mette ça, au clair», parce qu'on savait qu'on aurait accès à de la donnée, Mmh. importante
et à un moment qui est le paiement qui est important, donc on peut pas se permettre de tomber toutes les 5 minutes, quoi. OK. Aujourd'hui, vous êtes rentable? On est presque rentable. Ouais. Ouais, OK. on Donc, a fait. vous allez chercher à l'être. Ouais, ouais, ouais. Vous avez levé 1,3 million, même Ouais. plus. C'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi l'ambition? Les prochaines étapes, alors je pense que la nouvelle vie de cette boîte, c'est le pivot vers les paiements. Donc ce que je Mmh. disais, les intégrations avec les terminaux de paiement, ce qui nous a très honnêtement pris du temps. On a Mmh. presque 2 ans, de discussion, d'intégration jusqu'au jour où le produit est sorti. Ouais. D'où ce sujet de rentabilité qui est crucial. Et donc aujourd'hui là, le produit vient de sortir, on commence à déployer les clients, donc c'est super, enfin. Mmh. On était un peu dans les starting blocks, depuis 2 ans. Donc le but, c'est, voilà, de grandir et de déployer, ces terminaux de paiement dans le plus de commerces possible. Aujourd'hui, on a des partenariats qui nous permettent de déployer des centaines de milliers, voire des millions de points de vente. Donc il faut que ça déroule. Ça va prendre du temps parce que le monde du Mmh. paiement, c'est toujours très long. On en est conscient et on l'a appris à nos dépens, ces 2 dernières années. Donc voilà, le but, c'est de prendre le temps de déployer, dans tous ces commerces. En fait, il y a beaucoup de gens qui vous utilisent au quotidien sans même le savoir. Oui. Ouais? Oui, oui, parce que dans la plupart des cas, on est en marque blanche. Ouais? Donc en fait, il y a pas écrit Believe, Mmh. donc les gens ne savent pas. Parce que vos clients, du coup, c'est le B2B plus que B2C? Oui, alors le Ouais. bid le client final va voir, l'interface, mais il y aura Ouais. écrit le nom du Ouais. commerce et pas Ouais. Believe. OK. Bon, après, vous avez un modèle qui est justement intéressant avec la récurrence et l'abonnement. Oui. J'imagine que c'est ça aussi que vous allez essayer de développer dans les prochains mois, pour l'entreprise. Believe, c'est, pas forcément un nom que français? Est-ce qu'il y a une intention internationale derrière? Paf alors, on a trouvé le nom quand on était à New York, donc on a été forcément un Un petit peu peu, d'inspiration, ouais. un peu inspirés. On voulait le mot alors Believe pourquoi? Parce que bill, donc La facture, facture, ouais. voilà, et on trouvait ça, sympa d'avoir donc Believe, le côté croire pour, faire quelque chose de bien, OK. l'impact, pas forcément que environnemental, mais juste changer les choses, améliorer le parcours, améliorer Mmh. le parcours de consommation. D'où le côté Believe, mais écrit à la française. Donc on a quand même Mmh. une French touch, dans le nom. OK. Tu as parlé tout à l'heure de subventions, j'ai parlé aussi de levée de fonds. Comment tu fais pour, à 21 ans, aller, tu vois, convaincre, des personnes d'aller chercher, plus d'1 million, tu vois, sur une levée? Genre, faut avoir des arguments, faut avoir un modèle, faut voilà, et puis on peut pas jouer sur l'expérience à ce moment-là. Comment tu fais, pour celles et ceux, toi, qui se disent: «Bah, moi, je veux lever, mais je sais pas comment on fait, en fait. Je frappe à quelle porte? Comment je construis mon projet?» Voilà, est-ce que tu as des tips ou un retour d'expérience à partager là-dessus? Alors c'est pas facile, ça c'est Ouais. la première chose. Ouais. Je pense que le premier et ça vaut pour, toute la startup, mais surtout pendant la levée, s'entourer, c'est très important. Mmh. Nous, on a été entourés, à cette époque-là par nos incubateurs. D'accord. Donc on a fait Station F, on a fait La Ruche, qui était OK. génial à l'époque, qui est un incubateur à impact à Paris. Il y en a plein d'autres. Vous avez fait quoi, 6 mois à chaque fois ou non, c'est 6 On mois, a 1 an fait peut-être? 1 an à peu près, ouais, Ouais. à chaque fois. Ça dépendait des programmes et donc la ruche nous a beaucoup aidés, par exemple, au tout début. Après chaque incubateur, ou accélérateur, a sa pertinence en fonction Mmh. de la phase, de Oui. croissance et cetera. Donc ça, c'est la première chose et en fait, pour être très concrète, ce qu'on a fait à l'époque, c'est qu'on s'est dit: «Bon, on veut lever de l'argent». On voulait lever beaucoup moins au début D'accord. et en fait, on a pris LinkedIn et on a cherché, tous les gens qui avaient dans leur description, seed investor, pre-seed investor. D'accord. OK. C'est tout bête, Donc à hein, la main, vraiment à la tu vas dans le main, dur des démarchages. ouais, on a trouvé une cinquantaine de personnes, dans mon souvenir. On a envoyé plein de messages et on est tombé sur un BA, un investisseur avec qui on a fait un call, qui a plutôt aimé le projet et qui nous a proposé de rencontrer Asterion, donc qui est notre fonds aujourd'hui, Mmh. qui a un modèle, à la fois fonds sous gestion, mais aussi, community VC avec donc des OK. des investisseurs business angel et donc c'est lui qui nous a fait rentrer dans cette communauté et en fait, c'est pour ça qu'on a levé beaucoup plus parce qu'on avait accès à un fonds, Mmh. qu'on n'avait pas forcément, démarché comme ça de Ouais, premier c'était pas abord. l'intention initiale. Toi, au début, le plan, c'était juste plusieurs business angels qui pouvaient peut-être financer l'étape d'après, Ouais, de la plateforme. OK. ouais, exactement et quand on a discuté avec Asterion, alors le fonds était très jeune aussi, ils ont beaucoup évolué depuis, on D'accord. était une des premières participations. Hem Et ils nous ont dit: «OK, mais si on le fait, par contre, on va lever plus que ça et on va être un peu plus ambitieux sur les montants». Et pour le coup, on a eu énormément de chance parce qu'Asterion, au-delà du financement, ils nous ont apporté énormément de valeur, Mmh. parce que c'est des business angels, c'est des entrepreneurs, c'est des anciens patrons, ou actuels, donc des mises en relation, des Mmh. retours d'expérience et cetera. Donc on a eu énormément de valeur aussi de la communauté, au-delà du financement lui-même.
Parce que ça, c'est une question que je pose souvent quand il y a une levée de fonds, c'est qu'est-ce que tu vas chercher? Parce qu'il y a plusieurs choses. Tu peux aller chercher effectivement les fonds, bon, pour développer ta roadmap, mais tu peux aussi aller chercher des mises en relation, ce que tu disais, des expertises. Est-ce que tu veux qu'ils soient opérationnels ou pas? Est-ce qu'ils mettent quelqu'un au board? Toi, en fait, il y a plein de configurations, et ça, on n'en a pas toujours conscience. Donc, Mmh. parfois, ça allait, hein, c'est imposé dans la négociation, puis parfois, on peut le poser sur papier. Donc toi, tu voulais chercher, outre le côté impact et financier, aussi tous ces apports-là, ou finalement tu l'as découvert en chemin parce que vous aviez levé et que maintenant vous vous êtes rendu compte qu'ils avaient, enfin qu'ils vous aidaient aussi à ouvrir des portes. Je pense qu'on s'en rendait pas compte autant Mm. au tout début. On s'en est Ouais. rendu compte quand on a eu plusieurs offres et qu'on a vu la Ah oui. différence Ah oui. avec Asterion et qu'on s'est dit: «C'est marrant, dans leur offre, ils parlent aussi de la valeur, alors ça veut dire Mm. quoi?» Et on a creusé et en discutant avec eux, on a vite compris ce que c'était. Mm. Alors eux ont aussi beaucoup grandi, comme je disais, donc ils ont changé leur modèle, et ils l'ont fait évoluer depuis. Mais même en étant une des premières participations, on a eu, dans nos investisseurs et dans leur communauté de manière générale, énormément d'aide Mm. et aujourd'hui, nos plus gros clients, nos plus gros partenariats, ça vient d'eux, en fait. Mm. Alors évidemment, on a transformé l'essai, mais c'est eux Oui. qui ont, fait le premier mail d'intro, qui nous ont recommandés, qui ont parlé de nous. Il y a très souvent des deals qui sont signés et je parle pour nous, mais aussi je sais que toutes les boîtes d'Asterion auront le même retour là-dessus. Mm. Ah, c'est intéressant de pouvoir se dire, en fait, le démarchage LinkedIn, quoi. C'est C'est bête tout et bête. méchant, mais juste d'y aller et d'essayer d'ouvrir des portes parce que Mmh. les gens vont pas tomber sur le projet comme ça par hasard. Mmh. Hem, OK, donc c'est bien d'avoir, tu vois, l'audace, justement, à 21 ans de pouvoir le faire. Moi, c'est pareil, j'ai créé ma boîte à 23 ans. Bah, en fait, à un moment donné, quand tu pas le choix, tu es devant tu Mmh. es devant ton bureau, tu es devant tes mails et puis, il y a rien qui se passe, il faut aller les chercher, quoi. Donc ça, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que, c'est une question que je pose à tout entrepreneur que je reçois. Quelle galère, tu vois, tu as rencontrée, dans l'entrepreneuriat, justement, à laquelle tu t'attendais pas? Tu te dis: «Tiens, bah, ça, voilà, c'était c'était pas prévu dans la roadmap». Puis finalement, comment tu as fait pour la surmonter? Oh, il y en a eu plein, il y en a toujours tous les jours, c'est un peu le principe. Je te C'est pour ça rassure, hein, qu'on aime 15 ans ça. après, c'est le cas aussi. Je pense que la première chose qui m'a, frappée au tout début, effectivement, je me rendais pas forcément compte que c'était pas anormal, parce que du coup, c'est pas le bon terme, mais que c'était original de lever des fonds ou de monter une boîte, à Mmh. 20 ans, femme, en Mmh. France, encore étudiante. Et dans la Et tech. et dans la tech, oui, Mmh. parce que ça aurait pu être effectivement dans un domaine un peu plus, féminin, mais hem et en fait, donc je me rendais pas compte, donc comme tu dis, j'ai eu l'audace où en fait, je me rendais même pas vraiment Oui, compte de ce que ça voulait dire et je me suis, heurtée plusieurs fois à des remarques, à des, oui, ouais, à des gestes ou alors je parle pas d'agression, hein, mais je parle de oui. considérations différentes. Ah oui. Heureusement, moi, j'ai pas eu d'agression, je suis sûre qu'il y a eu plein de cas, mais dans mon cas, c'est vraiment juste des considérations différentes, mais qui en fait ont un impact très, très fort. Quand Mmh. je suis avec mon associé, que lui c'est monsieur et que moi c'est ma petite et qu'on Ah parle oui? à un potentiel investisseur, ça fait bizarre. Quand on nous dit: «Non, non, on veut pas d'étudiants dans notre programme, enfin vous êtes trop jeunes, revenez nous D'accord. voir», enfin en fait, plein de petites choses qui en soi sont pas gravissimes, mais quand tu as 21 ans, que tu as pas d'expérience, que ton rêve Mmh. c'est de rentrer dans ce programme parce que tu as vu que telle boîte en sortait et cetera Ouais. et on t'appelle ma petite ou qu'on te dit: «Non, reviens nous voir quand tu as un master» ou je sais pas quoi. Ouais, ça Mmh. fait bizarre. Donc ça, c'est vraiment la première er moment où je me suis dit: «Waouh, j'avais pas prévu». Hem, Après je pense que un aspect que j'avais pas forcément anticipé non plus, c'est la partie RH. Ouais. On a construit une équipe qui est géniale et même ceux qui sont plus dans l'équipe, on les revoit, très régulièrement. On a une très, très bonne relation. Mais je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps. J'avais évidemment jamais managé, Mmh. par Ouais, c'est définition. une première. Donc et là, c'est recruter déjà, Ouais. c'est manager, c'est organiser, c'est surtout 100 de l'équipe, à part les stagiaires qui sont plus âgés que nous et plus âgés par parfois, 10, 15, 20 ans. Donc ça peut aussi leur faire bizarre à eux. Ouais, mais tu as déjà réussi à faire ça, tu vois? Quand tu as, 20 et quelques années, aller se dire, avoir le recul, la maturité de dire: «Je vais aller prendre quelqu'un plus expérimenté ou autre», je veux dire, c'est pas, forcément possible pour tout le monde. Moi, j'ai créé ma boîte à Bien 23 sûr. ans, j'avais pris que des plus jeunes que moi. Et alors j'ai évolué depuis, Oui, oui. mais je pense que c'est voilà, c'est le contexte de l'époque, mais tu vois, je trouve que ça, c'est déjà quelque chose de voilà, qui permet de faire avancer, la boîte, plus rapidement. Bien sûr. Après, on a aussi été bien conseillés par, notamment Ouais. Asterion et les advisors Est-ce qu'on que vous peut aviez pas avoir. recruté avant? Vous avez recruté une fois que vous avez fait Ouais. la levée? Ouais, Ouais, OK. ouais. On avait des stagiaires avant, Mmh. mais qui avaient notre âge, et effectivement, donc tout ça a fait que
Ça a mis un peu de temps à se mettre en place. On a aussi beaucoup appris sur le tas parce Mmh. que forcément, on l'avait jamais fait. Et j'avais pas forcément anticipé que la charge mentale et le temps que ça prend, même si ça se passe très bien, en fait, Ouais. pour que ça se passe bien, il faut y mettre le temps, il faut l'organiser et c'est pas pareil que de se dire: «Bon, j'ai 4 heures, toute seule avec, un casque sur les oreilles, je sais que je vais avancer, Ouais. je sais que ça va marcher». Là, c'est pas pareil, ça dépend d'autres personnes. Enfin bref, tout le bonheur du management et de l'organisation d'équipe, quoi. L'enjeu de voilà, savoir structurer, déléguer, et puis accompagner aussi, parce que Mmh. c'est aussi ça le but du manager. Mais ouais, j'avoue que c'est souvent un sujet qui revient chez les entrepreneurs parce que toi, tu as ta roadmap, tu as envie de foncer, tu sais où tu veux aller et puis, bah, tu peux pas le faire tout seul. Mmh. Tu le fais avec une équipe et il faut arriver à embarquer dans la vision. Justement, tu parlais des recrutements, mais aussi de quelques-uns qui sont plus dans l'entreprise. Est-ce que tu as déjà eu des départs? En fait, ma question, c'est est-ce que si tu as eu des départs dans l'équipe, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu ce côté, ah, trahison, la personne, elle suit plus le projet, elle est plus dedans? Est-ce que tu as eu ce sentiment-là? Ou alors pas du tout, tu t'es dit: «Bon, bah, OK, en fait, elle fait sa vie», parce que c'est des le genre de choses qui peut arriver? Non, Ouais, pas du tout. Comme je disais, ouais, on a ouais, une super relation avec tout le monde, même les anciens stagiaires, les anciens, alternants. Il y en a 2 qui ont fait, 2 stages, 2 alternances, ensuite freelance, d'accord, enfin tous les types de contrats chez ouais. nous. Donc non, honnêtement, on a jamais eu de problème avec l'équipe, Ouais, tu pas eu de départ, OK et pour recruter, est-ce qu'aujourd'hui tu dirais, tu as une méthode, tu vois, l'ENA pour recruter comme il faut, tu as des tests, tu as une scorecard? Comment tu fais toi pour t'assurer de recruter les bons profils? Parce que, bah, on le sait, en début de projet, c'est essentiel de tomber sur les bons, en fait. Je pense que c'est pas une science exacte, Ouais, déjà. Nous, on a eu la chance d'être accompagnés par un de nos advisors, OK. qui nous a bien conseillés sur le sujet. Ça dépend aussi beaucoup du profil, si on parle d'un sales, si on parle d'un tech. Oui. Mmh. Pour un tech, évidemment, il y a des exercices techniques et des choses, assez évidentes à lui faire Mmh. faire, avec des résultats assez binaires. Là où un sales, ça peut être un peu plus Mmh. compliqué d'avoir, un résultat, clair. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait des templates, qu'on avait créés avec nos advisors et entre nous avant, de cartes un peu comme tu dis, pendant Ouais. l'entretien et après on remplissait un peu les critères. Hem, c'est assez simple et on l'a un petit peu fait évoluer en fonction des différents profils, mais je pense que c'est encore une fois pas une science exacte et je Mmh. pense pas avoir assez de recul, Ouais, sur ça. en la matière et d'expérience pour pouvoir te donner une méthode infaillible. Mais voilà, mais pour sortir du, juste, bon, bah, à l'intuition, est-ce que je sens ou je sens pas la personne, tu vois? Est-ce que juste le CV suffit? Parce que les premières fois que tu recrutes, bah, c'est jamais simple, en fait. Tu as une partie finalement d'inconnu, même plus tard, Ouais, hein, bien c'est sûr. sûr. Comme tu l'as dit, c'est pas une science exacte, mais là, avoir eu, je pense, l'aide d'un advisor qui vous permet de structurer, Mmh. a peut-être évité aussi certaines erreurs de recrutement. Ouais et le CV pour répondre à cette question, le CV ne suffit pas du tout. Mmh. Au contraire, parfois, il peut même desservir la personne, si on se rend Mmh. compte que le contact humain est beaucoup mieux. Je pense que le meilleur profil sur le papier, s'il y a pas la motivation, la niaque, surtout dans une Mmh. start-up au début, il faut quand même avoir un certain état d'esprit, je pense. Pas du tout pareil qu'un profil pour aller dans un scale-up établi ou un grand groupe. Donc je pense que c'est ce côté, débrouillarde, Ah, mais ça, comment tu niaque. le testes? Ça, pour le coup, c'est du feeling, Parce je que tu pense. vois? C'est du feeling, c'est la Ouais. façon dont la personne, réagit, se Mmh. comporte, te répond après les entretiens. Enfin, ça je pense qu'il y a plein de critères et après ça Mmh. reste du feeling. C'est pour ça que c'est pas une science exacte et ça nous est arrivé d'ailleurs de pas être d'accord sur, ce Ouais, sur les feeling-là prem entre ouais. associés. Mais, Et là, faut que tous les 3 vous soyez d'accord pour recruter? Vous voyez tous les 3 les profils? Comment vous êtes organisés heu, dans le process? alors ça dépendait des profils. Ouais, En fait, on a une règle, c'est que la personne qui s'occupe du sujet, qui est responsable du sujet, aura toujours le dernier mot. d'accord, OK. Donc, par exemple, pour des recrutements techniques, c'est le CTO qui va nous dire, Mmh. il va entendre tous nos éléments et on va avoir un débat, mais on peut pas demander, au head of sales, de dire, «Ce dev, il est pas bon». Ça a pas de sens. Donc dans Mmh. notre organisation, c'est toujours, celui qui est ou celle qui est responsable qui décide. OK. Hem, autre question que je pose aussi, c'est, qu'est-ce que toi tu préfères dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu y trouves au quotidien qui fait que, voilà, tu te lèves, avec, le plaisir et l'envie, voilà, de développer Believe? Le challenge, je pense, parce que Ouais. je pense que j'aime beaucoup, comme je disais, résoudre des problèmes et avoir des nouvelles choses à faire tous les jours, des choses que j'avais pas forcément anticipées, voire pas du tout parfois. Et j'aurais tendance à peut-être m'ennuyer si j'avais un Mmh. quotidien plus plat, peut-être plus simple parfois,
pas forcément plus facile, mais plus régulier. Là, c'est vrai que c'est les montagnes russes, l'entrepreneuriat, mais je pense que c'est ça qui fait que je m'ennuie pas et donc que je continue. Qu'est-ce que et on finira là-dessus, qu'est-ce que tu as envie de partager à ceux qui nous écoutent, qui sont soit entrepreneurs, soit qui chercheraient à l'être? Tu as envie de voilà, leur partager quoi? Que ce soit comme un retour d'expérience qu'on n'aurait pas évoqué, un conseil? Enfin voilà, tu as envie de leur dire quoi? Hem, je pense 2 choses. La première, c'est ce que je dis souvent, c'est devenu un peu une blague. Sur un malentendu, ça peut marcher. Ce que je dis souvent dans le sens où et Jean-Claude Duss. typiquement la levée voilà, le magnifique, la levée de fonds est un très bon exemple. On parle d'envoyer des messages LinkedIn. Ouais. Ça paraît bête, en fait, mais parfois, il y en a 1 sur 50 qui va répondre, que ce soit pour une levée, pour un contrat, pour, recruter, peu importe. Les messages LinkedIn, c'est vraiment pour moi, en tout cas, quelque chose qui a beaucoup marché. Pour la Mmh. levée, on a recruté un top profil Mmh. via LinkedIn, qui OK. nous aurait coûté des dizaines de milliers d'euros via un chasseur. Bon voilà, c'est plein de choses en fonction du développement de la boîte, mais sur un malentendu, ça peut marcher. Il faut contacter, il faut Mmh. tenter. Tout ce qu'on risque, c'est pas de réponse. Mmh. Bon, jusque-là, c'est pas très grave. C'est pas grave, mais si tu le Voilà. contactes pas, c'est sûr que tu en as pas. Exactement, donc je pense que ça, c'est très important dans tous les domaines et deuxième chose, c'est de bien se faire, accompagner et entourer, surtout quand on est jeune. Ça peut être un super avantage parce qu'on est plein d'énergie et on a envie de Mmh. faire plein de choses, mais forcément, on n'a pas 15 ans d'expérience dans un Eh oui. cabinet de conseil parisien, donc c'est toujours bien d'avoir, voilà, des advisors, que ce soit un fonds, que ce soit une rencontre, peu importe, Mmh. un incubateur, mais nous, ça nous a beaucoup aidés, professionnellement, mais aussi psychologiquement quand ça va super bien, quand ça va un peu moins bien, ils sont là aussi Ouais. pour que ça roule et nous aider au quotidien. Donc je pense, voilà, toujours, se faire bien entourer, accompagner et sur un malentendu, ça peut marcher. Ouais et puis avoir quelqu'un avec qui tu peux partager, qui est pas forcément, ton partenaire de vie, tu vois? Et qui peut comprendre ce que tu vis, Ouais. et puis qui peut aussi, accepter que tu fasses que parler de ça. Mmh. Tout bon, voilà, c'est pour mon vécu en tout cas. Super, bah, écoute, merci beaucoup Léna, Bah, super merci à toi. intéressant. Merci pour ton retour d'expérience. On va suivre, la suite, hein, de Believe, avec, grand plaisir. On regardera effectivement dans 5 ans. Peut-être que tu reviendras dans 5 ans nous expliquer, comment tu as fait pour pour développer. Et puis, bah, pour vous qui nous écoutez ou regardez chaque semaine, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, bref, sur la plateforme d'écoute que vous préférez. Si c'est pas fait non plus, vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour recevoir les conseils d'entrepreneurs, les derniers épisodes également. Tout ça, c'est gratuit, vous pouvez le faire, il vous suffit de laisser votre email. Merci beaucoup, à très vite pour de nouveaux épisodes. Bye.